Il s'agit donc de nous instruire et de nous interroger sur le Louvre, ses territoires et sa place dans la ville. Je commencerai volontiers en faisant référence à mon Louvre, à celui que je connais et que je parcours. Je commencerai volontiers en citant cette phrase de Jean Mistler qui disait « Le tourisme est une industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux ». C'est une expérience qu'on peut avoir du Louvre. Je l'ai eue en tout cas, notamment en écrivant un livre sur Paris et en passant beaucoup de temps à suivre des gens que j'avais repérés dans les files d'attente et que je retrouvais ensuite à l'intérieur du musée pour savoir, pour chronométrer d'une manière toute bête, un peu comme le fondateur de la sociologie religieuse qui s'ennuyait à la messe s'est mis à compter les hommes, les femmes, les auvergnats, les jeunes, les vieux, etc. Et en suivant ces visiteurs, français et étrangers, j'ai chronométré le temps qu'ils y passaient, j'ai regardé les endroits où ils passaient ce temps et comment ils se divisaient, et j'ai pu constater qu'ils passaient plus de temps dans la file d'attente que devant les œuvres d'art, et plus de temps devant les boutiques et dans les restaurants et autres bars et fast-food du bas que dans la file d'attente. J'ai pu aussi constater quels étaient les points d'attache, ils sont connus de vous tous, et j'ai pu surtout aussi constater quels étaient ceux qui n'étaient pas les points d'attache. C'est-à-dire, j'ai passé par exemple plusieurs demi-journées dans la salle des Rembrandts, qui est la salle la plus traversée que j'ai vue de ma vie. D'autant plus étonnant d'ailleurs que de chaque côté d'une des ouvertures de cette salle, il y a les deux Vermeer du Louvre, devant lesquels chacun passe avec énormément de célérité. Donc voilà, c'est un Louvre possible. Je veux dire, ça existe, c'est comme ça. Ça ne me plaît pas, je m'en moque, d'autres s'en moqueront après moi, d'autres s'en sont moqués en même temps que moi, mais c'est un Louvre, il a une fonction sociale, il attire un très grand nombre de gens, il est le prétexte ou l'un des prétextes majeurs du voyage à Paris, et il est peut-être la préfiguration de ce que seront, d'une manière générale, les points centraux et les points forts du patrimoine dans les années qui viennent, c'est-à-dire à la fois les éléments d'un décor pour certains et pour les autres, le prétexte à une industrie qui est l'industrie touristique, qui se part d'un certain nombre d'ambitions dont on n'est pas toujours sûr qu'elle soit soucieuse de les servir. C'était un Louvre possible. Le Louvre dont nous allons parler maintenant est un tout autre Louvre, d'abord parce que dans une partie des causeries qui vont nous être faites, il s'agit d'un Louvre qui a disparu depuis fort longtemps. D'habitude, quand vous avez un grand édifice monumental, en bord de rivière, il y a une pente qui va vers l'eau, et puis vous êtes soit perpendiculaire, soit vous êtes parallèle. Alors, je crois que vous avez les Invalides, alors vous remontez toute l'esplanade, et puis vous avez un grand bâtiment parallèle, ou bien vous vous mettez perpendiculairement, vous ne vous mettez pas en travers. Et donc le Louvre médiéval était au bord de la rivière, il s'est mis perpendiculairement à la rivière, et puis la Seine, bizarrement, fait une inflexion à l'ouest du Louvre, de l'ancien Louvre. C'est-à-dire que vous avez la Seine qui fait sa courbe, mais à cet endroit-là, elle s'infléchit vers le nord, et après elle redescend vers le sud. C'est une particularité dans le grand mouvement général de la Seine. Et donc, lorsqu'on a construit le palais des Tuileries, on s'est mis perpendiculairement à la Seine, mais à la Seine telle qu'elle est, un kilomètre plus loin à l'ouest. Et ça explique le désaxement. C'est pour ça que si on était au bord d'une rivière, on avait eu deux grands édifices qui s'étaient mis perpendiculairement à la Seine, on aurait eu deux édifices parallèles et on n'aurait pas eu ce désaxement. Alors il y a un autre hasard également, c'est que si je me mets au milieu des Tuileries, je fais la perpendiculaire, j'arrive au sommet de la colline du Roule. Bon, vous avez l'Arc de Triomphe aujourd'hui, à quelque chose près. Donc est-ce que c'est exactement au hasard ou pas? Mais donc c'est pour ça que vous avez donc tout part de l'emplacement et de la courbure de la Seine. C'est ça qu'il faut comprendre, sinon on ne comprend pas pourquoi finalement on a ce désaxement, puisque les Tuileries ont été construites postérieurement, enfin en tout cas pas beaucoup, mais postérieurement à la présence, au Louvre classique de Lescot, qui va donner tout le développement que l'on connaît.
Donc ça, c'est quand même c'est un point important. Et je reviens un petit peu sur la question qui était évoquée tout à l'heure sur la reconstruction des Tuileries, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat de la reconstruction historique, mais par contre, il y a bien un manque. C'est-à-dire que quand vous prenez l'axe des Champs-Élysées, des Tuileries, eh bien vous arrivez sur rien, puisqu'il n'y a plus les Tuileries, et le pavillon central des Tuileries arrêtait le regard, et puis vous passiez sous le pavillon, et puis vous arriviez jusqu'à l'Arc de Triomphe du Carrousel, et là vous aviez le petit désaxement. Donc c'est vrai qu'on a ce manque-là, ce qui fait que le regard se projette jusqu'au bout, puis on arrive dans un angle de la cour Napoléon, et on a cette forêt de dômes un petit peu désordonnée de l'autre côté. Donc c'est vrai qu'il manque un élément à la place de l'ancien pavillon des Tuileries, qui marquerait la fin de la perspective inversée, en réalité, puisque tout est parti de l'autre côté. Alors ça, c'est pour l'aspect en plan, et puis en altitude. C'est qu'en réalité, ce qui est remarquable dans tout le Louvre, c'est que vous partez de la colonnade, et vous pouvez faire tout le tour du Louvre, et vous suivez la même corniche d'un bout à l'autre. Et d'ailleurs, dans le musée, vous déambulez à l'horizontale sur des kilomètres, et vous aviez simplement, maintenant on ne s'en rend plus compte, vous aviez un dénivelé d'1,50 m quand vous arriviez au pavillon de Flore, donc au bout de la Grande Galerie, et puis vous vous retourniez vers les Tuileries, vous aviez 1,50 m de dénivelé, et c'est tout. Ce morceau de ville, en fait, était sur un seul niveau, pratiquement, avec un autre niveau d'1,50 m descendu. Alors, une fois qu'on réalise ça, on s'aperçoit que tout ça, c'est une seule et même chose, et qui a conditionné, c'est un format qui a conditionné complètement Paris. Et puis une dernière clé, pour ceux qui aiment bien le Louvre, qui le regardent, c'est que le Louvre, c'est R+2 plus comble. Hein, rez-de-chaussée, 2 étages, le comble. Et puis, quand vous êtes au milieu des toits, vous êtes à 40 mètres. Donc en réalité, c'est énorme. Il y a une échelle absolument énorme. Et chaque étage est 2 fois plus haut qu'un étage, par exemple, de la place Vendôme. Un hôtel particulier de la place Vendôme, ça fait 5 mètres de haut. Alors, au Louvre, le premier étage fait 10 mètres de haut. Et il fait 10 mètres, il est 2 fois plus haut, il est 2 fois plus large, il est 2 fois plus profond. C'est-à-dire qu'une salle du roi de France, c'est 8 fois une salle d'un grand aristocrate qui avait son hôtel particulier sur la place Vendôme. Et donc, ça donne la démesure. Et quand vous avez évidemment le Louvre qui est confronté à un immeuble parisien, et bien d'un côté, vous avez 2 étages, et de l'autre côté, vous en avez 7. Voilà, juste quelques clés comme ça pour comprendre cette espèce d'énorme machine et d'avoir un regard un peu organisé sur le Louvre. Merci beaucoup. Alors, le Louvre, c'est aussi au bord de l'eau, au bord de la Seine. Et donc, Isabelle Bacouche, vous avez préparé les images qu'on voit d'ailleurs au-dessus de nous. Ça va être assez rapide, effectivement, puisque l'idée de cette table ronde, c'était de comprendre la place du Louvre aujourd'hui dans la ville. Je ferai un petit retour dans le passé, celui que je connais, le XVIIIe siècle. Vous avez sous les yeux une image donc, du port Saint-Nicolas. On a vu pendant les différentes communications le rôle de la Seine dans l'élaboration, finalement, au fil des siècles, du complexe palatial. Un rôle de défense, un moyen de circulation, l'approvisionnement et même le loisir. Donc, le contact était très fort. Il y avait une fluidité, une porosité entre le fleuve, la ville, c'est-à-dire le port, et le palais. Je voulais vous mettre juste 1 ou 2 textes qui montrent que on n'accepte plus le fait qu'il y ait une cohabitation entre les activités fluviales et le Louvre. Là, c'est des extraits de textes, donc de correspondance entre des proches de la monarchie qui expliquent que on ne peut plus souffrir ce déballage du port et notamment la présence des blanchisseuses. On suggère, je cite, « On verra s'il est possible d'exiger des propriétaires à qui l'on continuera la permission de rester dans l'intérieur de la ville, il est question des bateaux de blanchisseuses, qu'ils fassent en conséquence peindre en rouge et en bleu leurs bateaux pour que cet ensemble soit plus agréable à la vue que celui qu'ils forment dans l'état où on les laisse. » Donc, à partir du XVIIIe siècle, ce qui émerge et ce qui va s'affirmer, c'est cette incompatibilité entre la vie fluviale, entre la vie citadine et un palais qui est de plus en plus considéré comme finalement un monument qu'il faut préserver de la vie parisienne. Alors,
je voulais rappeler cet élément parce que je pense que c'est important de l'avoir à l'idée pour comprendre la place du Louvre aujourd'hui dans la ville. Et finalement, je terminerai juste en rebondissant sur la présentation d'Anne Krebs sur la question de la place du musée et surtout de finalement la vision que le public peut en avoir. Elle a parlé effectivement d'un musée, d'une séparation, d'une monumentalité qui façonne son étanchéité, d'un sentiment d'illégitimité. Et je terminerai simplement, alors si on peut passer à l'image suivante, vu que simplement en évoquant un projet. Alors, Jean de la Seine, les blanchisseuses. Je vous laisse écouter De là où vous êtes, sur le quai des Tuileries, vous voyez parfois passer un bateau. Mais la Seine est vide. Au XVIIIe siècle, du même endroit, vous auriez vu stationner sur les berges plusieurs bateaux, portant chacun 24 blanchisseuses en plein travail. Et des bateaux comme celui-là, il y en avait au moins 80 à Paris. Car la Seine était alors une immense blanchisserie. Odeur du savon, fureur des bras, reins cassés, linge pilé à coups de battoir, les rires mêlés au grand gargouillement de l'eau. Les blanchisseuses étaient tenues de travailler sur ces bateaux. Mais beaucoup préféraient s'installer sauvagement sur la berge. Alors, prenez Marianne Briand par exemple. Avec ses 2 voisines et leurs hommes qui les ont aidées, elles ont fait une petite avancée de 4 ou 5 pieds dans l'eau, avec des tréteaux, des planches, des pieux, et elles se tiennent là pour laver. Le problème, c'est que les riverains exigent qu'elles leur payent un droit d'occupation. Il est vrai qu'ils plantent pour elles des perches pour qu'elles puissent étendre leur linge. Mais tout cela est parfaitement illégal. La police fait des rapports. Les pieux, les pierres, les tréteaux qui restent en place gênent les bateaux, surtout quand il y a des crues. C'est dangereux. Et puis, dit le rapport... Ces mêmes bateaux font culbuter les blanchisseuses dans la rivière et les mettent en risque d'être blessées et même noyées. Et si au moins le linge était propre? Mais non! En ce que le linge touchant le fond de la rivière remue la vase et le limon qui s'y trouve, et par conséquent en reste empreint, ce qui ne peut être qu'au contraire à la santé de ceux qui en font usage. Dans ces conditions, les bourgeois préfèrent ne pas donner leur linge à laver à Paris, pensez donc. Ils l'envoient à la campagne. Les blanchisseuses de la Seine lavent le linge des petites gens. Et donc, toute proposition pour moderniser ce système sont exclues. Parce qu'il faut maintenir le coût modeste de ce service qui s'adresse au peuple. La présence des bateaux de lessive sera finalement dénoncée. Ils gênent la navigation. Et on finit par trouver choquant cet étalage de linge sous les fenêtres du Louvre et des Tuileries. Les blanchisseuses seront donc chassées des bords de Seine. Et elles se replieront dans les lavoirs de la ville, comme celui de la Goutte d'Or, où l'on respirait, comme l'écrira Zola, l'étouffement tiède des odeurs savonneuses. Alors, c'était juste un échantillon d'une balade sonore qu'on a conçue sur la Seine à Paris. Et notre projet, c'est de faire les gens du Louvre, comme on a fait les gens de la Seine, avec la conviction qu'en remettant en scène, donc par le biais de modules sonores qu'on peut écouter avec son ordinateur ou son téléphone, on arrivera effectivement à casser cette image, peut-être qui a très bien décrit Anne Krebs, donc je ne m'y appesantis pas, mais finalement à aider les visiteurs, les Parisiens ou les touristes, mais les touristes, c'est vrai, Philippe Meyer l'a dit, ils viennent pour voir le Louvre notamment, donc finalement à les inciter à entrer dans le monument Palais en lui redonnant toute sa chair à travers des récits, comme à l'image de celui que je vous ai fait entendre. Donc voilà. On est plusieurs chercheurs à travailler sur ce projet, donc l'histoire, les sciences sociales qui se mettent au service finalement d'une réappropriation des lieux parisiens. Et le Louvre, effectivement, est un magnifique exemple sur lequel on a déjà commencé à travailler. Après cette tentative de faire en sorte que le touriste reparte moins sot qu'il n'est arrivé, votre proposition, vous, sur Paris? Oui, bonjour. Je vais d'abord vous rassurer, je ne suis pas du tout un spécialiste du Louvre, ou vous inquiétez peut-être d'ailleurs, je ne suis pas du tout un spécialiste du Louvre comme ceux que vous avez pu entendre, celles et ceux que vous avez pu entendre aujourd'hui. Mais j'avais quelques réflexions et peut-être des questions en fait à proposer plutôt que des propositions. Enfin, il y a quelques propositions tout de même. Dans la réflexion que m'inspire le Louvre, puisque le thème du colloque c'est le Louvre monde, un lieu des territoires, c'est d'abord que moi je le regarde d'abord comme un palais royal construit sous Philippe Auguste, il y a fin du XIIe siècle déjà,
que bien sûr la République s'est réappropriée, mais comme elle s'est réappropriée les hôtels particuliers aristocratiques pour y loger ses ministères, avec quelques exceptions, certes, le ministère des Finances, vous me direz, mais le ministère des Finances reproduit exactement la typologie du Louvre avec sa tour du coin qui avait les pieds dans l'eau et qui est aujourd'hui le lieu où siège le ministre, qui peut directement descendre et prendre un bateau, une navette fluviale éventuellement pour rejoindre tel ou tel rendez-vous. Donc il y a cette idée du Palais Royal qui pour moi subsiste et qui est une idée un peu paradoxale par rapport à, bien sûr, un lieu qui se veut un lieu républicain d'éducation, d'édification. C'est bien sûr un musée, le Louvre. C'est un musée dont je rappelle quand même qu'il remonte à François Ier, avec des premières collections d'œuvres, lieu de pratique artistique sous la Révolution, et devient une institution d'éducation. N'oublions pas d'ailleurs que David, sous la Révolution, voulait réserver l'accès au musée aux seuls peintres qui venaient s'instruire ou copier des œuvres des maîtres. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un musée qui accueille près de 10 millions, 9 millions et demi, je crois, de visiteurs chaque année. Un des plus importants, bien sûr, du monde. Donc, qui est étroitement lié au tourisme de masse, mais qui est encore fondé sur la notion muséographique traditionnelle d'œuvre originale. Alors, il y a bien sûr des conservateurs ici qui ont peut-être hérissé, mais en même temps, c'est une paradoxe dans la mesure où aujourd'hui, on est dans une ère, bien sûr, non seulement de la photographie, de la reproduction, ça fait déjà un siècle, plus d'un siècle, mais même de l'imprimante 3D, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la capacité même à reproduire la texture d'un tableau avec ses différentes couches, ses épaisseurs, ses traces de peinture. Et donc on est peut-être dans une idée que la reproduction, non seulement par l'image, mais par l'objet, interroge par rapport à la présentation de l'œuvre originale. Et donc la fonction pédagogique du musée, face à ce déferlement touristique, peut-être devrait être repensée. Comme on pourrait d'ailleurs externaliser le musée, on pourrait très bien mettre des œuvres originales dans le métro, derrière des vitrines blindées, sécurisées, climatisées, tout ce que vous voulez. Pourquoi pas? On pourrait, en tous les cas, se poser la question du rôle, finalement, du musée dans nos sociétés contemporaines. Une troisième figure que je voudrais évoquer, c'est celle du lieu de culte. Bien sûr, aujourd'hui, quand on va dans un musée, on vient se recueillir devant les icônes presque sacrées, dans un silence religieux, on chuchote. On est un comportement bien sûr policé. On vient admirer des œuvres dites originales, où dans la rareté est contrôlée, bien sûr, des tirages photographiques originaux, des lithographies, des estampes, dont on sait qu'il n'existe qu'un nombre limité d'exemplaires, et non pas de vulgaires tirages photographiques, par exemple. Même si, bien sûr, de temps en temps, maintenant, l'image sur écran fait son apparition. Mais le musée, c'est peut-être l'objet d'un nouveau culte, peut-être même considéré, l'art étant même considéré aujourd'hui peut-être comme le propre de l'homme. Vous vous souvenez qu'on avait pensé il y a quelques dizaines d'années que c'était la station debout, la bipédie, le volume du cerveau, l'usage d'outils. Maintenant, les chimpanzés se servent aussi d'outils. Alors peut-être que l'art, j'ai vu une émission sur Lascaux récemment, voilà, où la conclusion c'était l'art, c'est ce qui singularise l'homme par rapport à l'animal. Bon, donc il y a quand même peut-être une question de ce rituel très intéressant, parce qu'il dérive bien sûr des rituels, je dirais, sacrés, même si le rituel, il faut le croiser avec un marché économique, et celui du marché de l'art, dans lequel le musée se tient à côté, il contribue à créer de la valeur dans ce marché de l'art, mais bien sûr, il se comporte lui-même en marchand, il achète, mais il ne vend pas, ou il vend exceptionnellement. Quatrième figure, c'est le musée comme patrimoine. Le musée, c'est un lieu d'accumulation où on accumule dans des réserves parfois, sur place ou parfois loin, et ça, on a vu ce matin que ça posait parfois des problèmes. En tous les cas, on accumule d'une manière inaliénable, presque perpétuelle, presque infinie, parce que les réserves sont vouées à croître. On n'aliène pas le patrimoine d'un musée, ou vraiment exceptionnellement. Et de ce point de vue-là, c'est un patrimoine qui est conçu pour durer. Mais peut-être qu'il faudrait interroger et renverser la proposition. Un musée comme patrimoine, c'est aussi, ça suggère peut-être que l'idée patrimoniale, qui évolue beaucoup aujourd'hui, est une idée peut-être plus positive, pas seulement passéiste, mais peut-être plus positive qu'une ville durable. Et c'est une ville aussi où on conserve ce qui existe, où on le met en valeur, où on la transforme. Peut-être qu'il y a une idée de la métaphore, une métaphore de la ville durable qui pourrait être reprise de cette idée du musée comme patrimoine. Cinquième figure, c'est le musée, mais Adrien Goetz en a parlé tout à l'heure fort brillamment, c'est le musée comme galerie marchande, avec à l'origine commune de la lumière zénitale, du parcours, de la vitrine, où on montre
des choses, avec aussi, bien sûr, tout ce qui accompagne maintenant le musée, le café, le restaurant, la librairie, la boutique de souvenirs à travers laquelle on passe obligatoirement pour sortir, pour inciter à acheter, voire de vraies galeries marchandes, comme il en existe au Louvre, avec une volonté d'ailleurs de promouvoir un commerce dit haut de gamme. On peut se demander d'ailleurs sur quels critères, mais pourquoi pas dans un musée ou à côté d'un musée, des chaînes commerciales d'enseignes, des bars, des boîtes de nuit, des cinémas, des salons de massage, pourquoi pas, qui pourraient thématiser un salon de massage égyptien, un salon de massage turc, etc. Comme dans la vraie ville, tout simplement. Ça s'appelait le Chabanais, et c'était pas dans le musée du Louvre à l'époque. C'était pas loin, mais c'était pas dans le musée. Sixième questionnement, c'est celui du Louvre, et bien sûr comme un quartier. C'est un quartier, on vient de le dire, on vient de le rappeler, qui est établi le long de la Seine, donc dans cet espace magnifique, très hétérogène d'ailleurs, que constituent les berges de la Seine, avec ses quais modifiés, aménagés surtout au XIXe siècle. On pourrait d'ailleurs se poser la question de pourquoi ne pas interdire la circulation sur le quai haut pour la réserver précisément aux voies sur berge, là où elle est aujourd'hui interdite, pour libérer cette grande terrasse devant le Louvre, qui prolongerait finalement le Louvre vers la Seine. Il y a même un souterrain qui existe déjà et qui a déjà été aménagé. Il suffirait de le rouvrir et de fermer en haut, ce serait assez simple. Peut-être certains jours, peut-être pas tous les jours. Ce quartier, c'est une enceinte presque fermée, assez peu perméable aux voitures, même aux piétons, assez difficile d'accès. C'est une espèce de grand quadrilatère, presque de fort, avec ces fossés, même côté colonnade du Louvre. Je rappelle que les fossés ont été dégagés dans les années 60, 63 à peu près, ils n'existaient pas, mais qui accentue encore ce côté, cet isolement finalement du Louvre. Et le quartier qui subsistait encore au XIXe siècle à l'intérieur même du Louvre a peu à peu disparu, bien sûr, au profit du jardin, au profit des espaces publics. Et on pourrait presque dire que le Louvre s'est construit contre la ville. En fait, il s'est presque coupé de la ville et il s'est érigé comme une espèce de quartier autonome et monofonctionnel, et bien sûr une monofonctionnalité encore renforcée par l'éviction du ministère des Finances au profit, c'était une très bonne chose, bien sûr exclusive du musée. Et puis dernière figure, justement, c'est que le Louvre, c'est presque une ville en soi, une ville-musée. Mais quand on dit ville-musée, alors on pense peut-être à Venise, surtout pas à Paris. On s'en garde bien, on s'en garderait bien, parce que c'est plutôt un peu péjoratif de parler de ville-musée. Avec la pyramide du Louvre, tout de même, comme symptôme de modernité dans cette ville-musée, bien sûr, qui viendrait en quelque sorte donner un brin d'actualité. Mais en même temps, là aussi, peut-être que les villes-musées, c'est pas si mal, et peut-être que dans une perspective de réflexion sur une ville durable, plutôt que de voir la ville-musée comme quelque chose de figé, on pourrait imaginer que la ville-musée, bien, c'est au contraire une ville qui sait exploiter le capital lentement accumulé au fil des siècles et en constitue l'essence. Donc voilà, peut-être cette réflexion, ville et musée, devrait-elle être conjointe et au profit aussi d'une manière de repenser le musée lui-même, mais comme évidemment de repenser aussi la ville. Presque toutes les perspectives que vous avez évoquées mériteraient ou un colloque ou à tout le moins une table ronde. Certaines sont des perspectives fort aimables. J'ai noté que la salle frémissait à l'idée que des salons de massage thématiques et décorés par des reproductions admirables d'œuvres des grands maîtres pourraient agréablement prolonger le Louvre. Philippe Bellaval a fait allusion au Chabanais, qu'il est trop jeune pour avoir fréquenté. Mais peut-être pour les plus jeunes de vos auditeurs, faut-il rappeler que ce Chabanais était une de ces maisons où l'esprit soufflait, mais pas seulement, et dont on peut trouver d'ailleurs des reproductions, des photos, des plans dans un très remarquable livre qu'a fait un jeune architecte qui a paru aux éditions Parigramme et qu'il avait fait d'abord comme diplôme et qui est ensuite devenu un très beau livre. On pourrait aussi reparler de ce que vous avez dit sur la ville-musée et l'éventualité de regarder de manière positive ce concept et cette réalité de la ville-musée, ce qui me semble poser beaucoup de problèmes si on s'intéresse pas seulement aux villes, mais aussi aux habitants. Mais tout ça, ce sont des sujets de débat et je ne vais pas ni les avoir avec vous, ni les trancher à votre place. Demandez plutôt à Christiane de réagir à ce que nous avons déjà entendu et à ce qu'elle avait elle-même souhaité dire à propos de ce Louvre.
Eh bien, oui, c'est vrai que c'est à la fois ce qui vient d'être dit et ce qui était dit au long de la journée, et aussi finalement par rapport à beaucoup de réflexions sur le devenir finalement des villes, et le devenir de Paris en particulier, dont on sait qu'il fait un grand débat avec la notion du grand Paris. Moi, je voudrais repartir justement de la façon dont j'ai été vraiment frappée, parce qu'au fond, tout au long de la journée, on a vu à quel point le Louvre comme bâtiment se transformait en liaison avec son milieu pour finalement pouvoir continuer à tenir sa place dans la ville. Donc je pense que pour moi c'était vraiment le fait qu'on parle beaucoup du musée, un lieu, musée monde, le Louvre monde, lieu, territoire, mais c'est vrai que c'est vraiment un milieu dont on a vu toutes les évolutions, toutes les transformations finalement tout au long de la journée. Et ce qui me paraît vraiment frappant, et c'était dit de façon un petit peu rapide par rapport aux autres musées Louvre qui ont essaimé, cette idée quand même que le Louvre tient à Paris et Paris tient au Louvre. On ne peut pas les séparer. Il y a une synergie entre les deux. C'est une synergie qui est une synergie matérielle, symbolique, qui fait que le Louvre est un trésor au sens fort, parce que c'est un bien commun qui est un réceptacle d'œuvres qui finalement artistiques, humaines, extrêmement. C'est un condensateur extrêmement puissant de culture, et ça en fait un objet. Un lieu, un objet, un bâtiment, un édifice, un espace magique qui, d'une certaine manière, diffuse bien au-delà de lui et attire, en fait, un peu comme la lumière attire les papillons. Et je pense que, pour moi, je suis vraiment frappée, et c'est vrai pour le Louvre, mais c'est particulièrement vrai, je pense, pour le Louvre, mais c'est vrai finalement pour beaucoup des villes qui se font sur elles-mêmes, c'est de voir à quel point on a pu suivre les métamorphoses du Louvre et les métamorphoses de Paris en même temps. On ne peut pas les dissocier. Et c'est leur synergie qui est intéressante. C'est cette espèce de synergie qui, à chaque fois, a fait qu'une nouvelle métamorphose a pris forme. Alors, je pense que cette façon dont on tient, je pense que le Louvre tient de Paris et Paris tient du Louvre, le fait qu'ils y sont attachés, il y a un attachement qui est extrêmement fort, et peut-être que le rejet par certains aussi du Louvre en tant que tel ou comme en tant que lieu de culture réservé à certains est proportionnel à cet attachement qui est extrêmement fort. Et c'est pour ça que il me semble qu'il y a aujourd'hui un vrai défi pour le Louvre et pour Paris. Je les associe dans le défi qui les traverse. Ce sont des défis extrêmement importants qui touche le milieu et qui renvoie à la question du sol, qui renvoie à la façon dont les piétons finalement sont citoyens de leur ville, la façon dont on va entrer dans un lieu, la façon dont on interprète l'accueil aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir le public aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire être hospitalier et donner une hospitalité à ce désir de culture, à la culture qui finalement tient en fait une ville, tient peut-être aussi un pays, et tient un monde. Parce que je pense que ce qui est en jeu avec le Louvre, d'une certaine manière, c'est quels sont les lieux qui participent, qui quelque part tiennent du monde en fait, et en quoi ils participent de cette tenue du monde. Et je pense que il y a de vrais défis. Comment est-ce qu'on peut devenir, alors c'est vrai que c'est une formule un peu comme ça qui peut être un peu facile, mais qui je pense manifeste le défi, comment est-ce qu'on peut être un transmusée? Comment le Louvre peut être un trans-Louvre? C'est-à-dire comment il va être un lieu il va pouvoir traverser des frontières. Moi, j'étais vraiment très, très intéressée par les conférences de la journée, puisqu'on a bien vu toutes ces transformations. Et on voit qu'il y a ce fameux défi. Comment est-ce qu'on va être capable d'être un trans-Louvre qui va se réouvrir d'une autre manière et va quelque part participer d'une forme d'élargissement dans le sens qu'il participera de ce qui est quand même dans son ADN, puisqu'on a évoqué son ADN, en tout cas dans sa transformation d'une forteresse et d'un palais en un musée pour le peuple. C'est-à-dire, dans quelle mesure il est émancipateur?
Dans quelle mesure le trans-Louvre devient émancipateur, ou bien est-ce qu'il va se laisser rattraper par une massification et de consommation extrême? Donc je pense que cette métamorphose du trans-musée pour le musée d'aujourd'hui et donc de demain est tout à fait déterminante. Merci Philippe Bélaval. Vous allez remettre dans peu de temps un rapport au président de la République sur l'île de la Cité, dans laquelle n'est pas le Louvre, mais non loin de laquelle se trouve le Louvre. Qu'est-ce que vous inspire cette proximité? Bien, justement, enfin, nous venons pendant un an, Dominique Perrault et moi, de travailler sur l'île de la Cité. Et à l'occasion de ce travail, nous avons beaucoup réfléchi au Louvre et nous avons beaucoup regardé le Louvre. Alors, bon, ce rapport n'étant pas encore remis, j'espère qu'il sera rapidement rendu public. Je ne peux pas entrer dans tous les détails de la réflexion, mais malgré tout, je peux vous expliquer pourquoi, justement, nous nous sommes tellement intéressés au Louvre. La première raison est évidemment le fait que l'île de la Cité et le Louvre constituent 2 des 3 plus grands pôles de fréquentation touristique dans Paris intramuros. Le 3e étant situé sur la butte Montmartre autour du Sacré-Cœur. Donc le Louvre, on l'a dit tout à l'heure, c'est 9 millions de visiteurs les bonnes années, c'est pas moins de 8,5 millions les moins bonnes années, donc c'est quand même un nombre tout à fait considérable. Et Notre-Dame de Paris, on ne sait pas compter exactement, mais on l'évalue quelque part entre 10 et 15 millions de visiteurs par an. Donc on a des 2 points de fixation de population, de flux de circulation extrêmement importants. Et ces 2 points de fréquentation, ils sont d'abord très proches l'un de l'autre géographiquement. Et sur le tableau de Gagnery, d'ailleurs, qui était projeté tout à l'heure, on le voyait bien. De la colonnade, on touche le galant du doigt et du regard. Et d'autre part, autre raison très importante, c'est que il y a la Seine qui les unit et qui crée l'unité du paysage dans cet espace de Paris. Et en étudiant les problèmes de l'île de la Cité, mais vous allez voir que je reviens au Louvre, nous nous sommes trouvés confrontés à la difficulté de percevoir et surtout de rendre une logique à l'aménagement de cet espace urbain qui historiquement s'est développé longitudinalement dans l'axe de la Seine et qui, depuis Haussmann, a été violemment contrarié par le percement d'axes verticaux, d'axes nord-sud, destinés à rendre la circulation très facile, et notamment la circulation de régiments, il faut le dire, entre les 2 rives de la Seine. Donc le boulevard du Palais, la rue Notre-Dame et la rue d'Arcole. Et donc, toute notre réflexion a cherché à rendre des itinéraires, des passages, des promenades possibles dans l'île de la Cité. Mais en réalité, il nous est vite apparu que l'enjeu était plus vaste que celui-ci, car une des grandes singularités, et je crois pouvoir dire un des grands charmes de Paris, c'est que il n'y a pas, et qu'il ne doit pas y avoir, un certain nombre de pôles de fréquentation ou de pôles d'animation répartis sur l'espace et au milieu desquels il y a un grand vide. Si vous voulez, de ce point de vue-là, pour moi, le contre-exemple absolu et ce qu'il faut absolument éviter de créer à Paris ou de voir se créer à Paris, c'est une situation à la berlinoise où on sait l'histoire et les cicatrices qu'elle a laissées, mais vous avez un certain nombre de lieux d'intérêt historiques ou plus récents, et entre lesquels vous avez un espace urbain très vaste, peu animé,
et où, pour aller de l'un à l'autre, ben, on a un peu l'impression de quitter un bout de ville pour retrouver un lambeau de vie. Je crois que la grande supériorité du modèle parisien par rapport à ce modèle, c'est la continuité du schéma urbain. Et donc, notre réflexion, c'est pas simplement de rendre une logique à l'île de la Cité et d'en refaire un véritable quartier de la ville, mais c'est aussi de l'amarrer, si j'ose dire, à propos d'un grand vaisseau ilien, à ceux qui l'environnent, et notamment de recréer une circulation et une dynamique entre la pointe ouest de l'île, donc le Vert Galant, le Pont-Neuf et le Louvre. Étant entendu que d'ailleurs, aux deux extrémités du Pont-Neuf, il y a d'ores et déjà, où il va y avoir encore plus dans les années qui viennent, des pôles d'animation, la Monnaie d'un côté, avec le projet intitulé Métamorphose, et de l'autre côté, la Samaritaine, qui vont faire des points d'activité, de bureaux, de logements, des points culturels aussi, et qui peuvent constituer autant de relais dans cette itinérance ou cette promenade entre l'île de la Cité et le Louvre. Alors j'ai été très évidemment intéressé d'entendre Bertrand Lemoine il y a un instant dire que le Louvre paraît comme replié par rapport à la ville ou coupé de la ville. Et c'est vrai que il faut passer les guichets. Hein, et c'est plus qu'un symbole, je crois. Enfin, ou c'est tout un symbole, au contraire. Mais au fond, peut-être que c'est le même type de réflexion qu'il faut mener pour faire en sorte que ces grands ensembles soient perméables, soient circulants, soient articulés. Pendant des années, je n'ai pas connu le Chabanais certes, mais j'ai connu une cour carrée qui était peu accessible, qui était fermée, grillée, etc. Et on voit bien que lorsque d'ailleurs il s'agissait d'aller vers la colonnade, les visiteurs du Louvre avaient beaucoup de mal à faire ce trajet. Bon, mais aujourd'hui, on peut très bien traverser d'un bout à l'autre l'emprise historique du Louvre et des Tuileries. Un dernier point pour terminer, peut-être pour renforcer la pertinence de la comparaison. Le domaine du Louvre, c'est en longueur et en surface, à très peu de choses près, la superficie de l'île de la Cité. Donc, si vous voulez, on a en quelque sorte deux îles, une île fluviale et une île terrestre qui se répondent, qui se jouent. Et évidemment, c'est un atout tout à fait extraordinaire pour le développement urbain de Paris et pour en faire une ville où il y a des musées, mais qui ne soit pas précisément une ville-musée. Merci Philippe Bélaval. Il nous reste un peu de temps pour d'éventuelles questions qui viendraient de la salle, mais il faut qu'elles viennent aussi vite que possible. Donc on passera à la première, on passera tout de suite à la seconde qui se pose toujours plus facilement, ou des questions qui viennent du plateau. Voilà. Je veux bien juste reprendre les dernières phrases de Philippe Bélaval sur la ville-musée. Ce que je trouve intéressant, et Christian l'a dit aussi, c'est cette idée que le Louvre, à la fois, ne change pas, une espèce d'éternité, hein, même s'il s'est accumulé, s'est transformé au fil des siècles tout de même si récemment, on a construit la pyramide, on a réaménagé les salles, on a couvert des cours. Enfin, donc il y a du changement, mais un peu ponctuel. Mais en même temps, globalement, il ne change pas. Et je trouve que ça, c'est une métaphore très intéressante pour nous, habitants du XXIe siècle. Bien sûr, les pratiques changent, les gens changent, ce n'est pas toujours les mêmes. Ils sont même nombreux à venir, ils se brassent, etc. Mais en même temps, les choses changent relativement lentement et ponctuellement. Et moi, je trouve que c'est une assez bonne métaphore, peut-être, d'une ville durable. Parce que dans la ville, y compris dans Paris, je suis certain qu'il y a des endroits dans Paris, beaucoup d'endroits, et pas seulement dans Paris, qui dans 50 ans n'auront pas changé. Alors les commerces auront changé, les voitures auront peut-être changé, ou certainement, les gens auront changé ou vieilli.
Mais en fait, la ville elle-même n'aura pas fondamentalement bougé. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de la métropole, de l'agglomération, n'aura pas bougé. Il y a 1500 projets en cours, de grands projets en cours dans l'agglomération parisienne. Ceux-là vont modifier radicalement, de manière importante, les sites qu'ils occupent, les endroits qu'on ne reconnaîtra plus. Mais il y a beaucoup d'endroits qui n'auront pas changé. Et cette idée du changement global, l'idée moderne, en fait, que tout change, que tout doit changer, que le changement, c'est bien, c'est une valeur positive, peut-être qu'il faut revenir là-dessus. Et je pense qu'une réflexion sur le musée peut nous amener à une réflexion nouvelle aussi sur la ville, sur la manière même dont on peut gérer nos villes et ces espaces publics. Mais j'ai du mal à croire la prévision, la prédiction que vous faites, mais peut-être faudrait-il commencer par mesurer le plus largement possible ce que le tourisme culturel dont le Louvre est au fond le plus haut lieu, même si la fréquentation de Notre-Dame est en effet numériquement plus importante. Enfin, là aussi, quand on fait l'exercice que j'ai fait au Louvre, je l'ai aussi fait à Notre-Dame, vous prenez le touriste qui rentre et vous le suivez. Il passe plus de temps à photographier les vitraux, d'ailleurs ça ne rendra rien, qu'à regarder l'église elle-même. Les effets du Louvre sur l'environnement du Louvre, qu'est-ce que c'est? C'est le remplacement du commerce de proximité, du commerce de première nécessité, du commerce tourné vers une population habitante, permanente, vers des commerces tournés vers une population de passage. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous allez acheter votre beefsteak matinal et paf, le boucher est devenu un marchand de t-shirts. Pourquoi? Parce que c'est bien, ça, évidemment, ça rapporte beaucoup plus, parce que c'est pas salissant, parce que bon. Et on voit bien comment cette réduction du nombre des commerces de proximité, des commerces de première nécessité, aboutit à ce que ceux qui restent sont en position de quasi-monopole, en tout cas d'oligopole, que donc leurs prix deviennent de plus en plus élevés, ce qui entraîne un départ de la population la moins aisée, mais pas la population pauvre, la population des retraités, par exemple, la population des gens dont les revenus n'augmentent pas. Voilà. Ils augmentent à peine de l'inflation quand ils ont de la chance ou quand il n'y a pas d'inflation. À partir de quoi, évidemment, la population qui s'installe est une population qui est soit population plus élevée dans l'échelle sociale, soit une population étrangère. C'est un phénomène complètement nouveau à Paris, à partir des années 90, que cette proportion de plus en plus grande des transactions immobilières qui sont des résidences secondaires. Qui font, dans Paris, les résidences, c'est évidemment, tout le monde voit vers quelle comparaison conduit cette constatation. Ça conduit à la comparaison avec Venise, c'est-à-dire à une ville-musée, à une ville morte, à une ville qui n'a plus d'habitants. Et je peux vous dire, pour avoir jadis travaillé à l'hôpital psychiatrique de Venise, que les commencements de cette transformation n'étaient pas beaux à voir, dans les effets que ça pouvait avoir, et d'une ville dont, évidemment, chaque premier visiteur est ébloui par la splendeur, la richesse, tout ce que vous voudrez, sauf que la ville est fermée à 5 heures du soir et elle ne rouvrira que le lendemain matin. Laissons la comparaison avec Venise, mais en tout cas, je ne vois pas bien, et peut-être vous y avez déjà pensé avec Dominique Perrault, mais je ne vois pas bien comment on pourrait faire l'économie de ce que le tourisme culturel, cette néo-religion, a pu avoir comme effet sur la vitalité urbaine. Non, mais je vais vous rassurer tout de suite. Paris n'est plus Paris. Paris, c'est le centre-ville d'une agglomération de 12 millions d'habitants. Il faut oublier Paris. Il faut oublier Paris. Et donc, il y a beaucoup d'endroits dans la région parisienne où le risque, ce que vous craignez, ne risque pas d'arriver. Vous voyez, donc, je pense qu'il y aura de l'activité dans la région parisienne et beaucoup d'endroits ne seront pas atteints par le tourisme de masse. Ça, il y a absolument aucun doute. Alors qu'il y a un cœur, parce que même dans Paris, ce que vous décrivez, c'est un petit morceau quand même de Paris. Il y a beaucoup d'endroits où, en bas de chez soi, on a une boulangerie et un prix unique, je crois. C'est ce qu'on dit. Vous pouvez en trouver. Oui, enfin, allez-y. Ouais, donc voilà, je pense que ce risque-là la vision que l'on a de Paris, elle est vraiment en train de basculer d'ailleurs. Puisque
puisque j'ai commencé à étudier l'architecture en 1975. Et en 1975, Paris, c'était une entité fermée. On se plaignait qu'il n'y ait plus assez de population, tout le basculement vers l'Est, tout ce qu'on a connu. Bon, tout ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, on raisonne à une échelle beaucoup plus grande. Neuilly, c'est le 21e arrondissement de Paris. C'est-à-dire, et bien d'autres. Donc, je pense que ce risque de vénitianisation, je ne sais pas comment on va dire, je le sens pas trop à cause justement du fait que Paris ne représente qu'une petite proportion. Je sais pas, il y a 2,5 millions d'habitants sur. Les autres habitants de l'agglomération n'habitent pas. Si, peut-être à l'exception de Versailles. Oui, c'est une réponse à ce que disait, ou un écho à ce que disait Philippe Bellaval tout à l'heure, en disant qu'il fallait éviter que Paris devienne Berlin. Faisons que Paris devienne Blanc-Ménil. Non, je voulais juste dire que cette question de la disparition de l'habitat et avec les commerces de proximité qui vont avec, nous y sommes confrontés dans l'île de la Cité, puisqu'aujourd'hui, il y a une population qui est estimée à moins de 1000 habitants dans l'île de la Cité et qui est cantonnée dans l'îlot chanoinesse, je dirais, pour le qualifier rapidement, et un peu évidemment autour de la place Dauphine. Et donc c'est moins de 1000 habitants, et encore sur ces habitants, il faudrait défalquer une proportion de logements loués dans des systèmes Airbnb et compagnie qui doivent représenter certainement plus de la moitié. Ce qui fait qu'il n'y a quasiment plus d'habitat permanent sur l'île de la Cité. Oui, moi je trouve que c'est une question absolument clé. En fait, il y a deux types de questions. Je pense que c'est voir en quoi les synergies entre la ville, entre le Louvre et sa ville, c'est des synergies qui vont passer par c'est le rapport au flux, aux fluidités, et toute cette question qu'on recherche, qui va à l'encontre d'une certaine façon de faire la ville moderne, qui avait fabriqué des séparations, alors que l'on recherche de nouvelles porosités qui fonctionnent extrêmement bien dans les villes traditionnelles et qui, au nom d'une certaine efficacité, a finalement créé des barrières extrêmement importantes. Et donc, il y a tout un héritage à ce niveau-là qui appelle des transformations, des métamorphoses qui sont en cours et qui sont absolument nécessaires pour refabriquer justement des porosités, des reliances, des façons de se relier, puisqu'en fait, c'est le grand enjeu d'arriver à relier. Je trouve que dans le projet qui était présenté, c'est des dispositifs de reliance qui sont en jeu. Après, il y a une autre question que vous soulevez, qui est beaucoup plus... finalement, quelque part, qui déborde de loin la question du Louvre, c'est le fait qu'il y a un épuisement profond du centre-ville, on peut dire de centre, de l'intra-périph' de Paris, parce qu'il est réservé de plus en plus à un certain type de population. Et qu'il y ait une espèce et qu'on constate un peu partout, on est en train de constater que les métamorphoses de la ville dans la deuxième moitié du XXe siècle et aujourd'hui, sont des villes qui excluent. Donc, cette idée de relier les choses, ça s'adresse aussi aux différents types de populations, et c'est certain. Et les commerces de proximité, qui ne sont pas que des commerces de luxe, la vie en fait d'un quartier. Tout à l'heure, on entendait les lavandières, etc. On sentait un peuple qui travaillait, qui était en contact avec. On sait très bien que c'est un grand problème contemporain, mais je pense que le musée a vraiment une responsabilité, dans la mesure où c'est un bien commun. Il a une énorme responsabilité de travailler ces formes de reliance. Et ça touche évidemment des données d'un autre ordre que vous abordez. Je vous remercie. Vous savez qu'il y a un concert à 6h30, que donc nous devons terminer à 6h. 6h arrive. Merci à ceux qui ont participé à ce débat et merci à ceux aussi qui l'ont organisé.